Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre principale édition d'information du soir sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture, allons tout droit du côté du centre de formation professionnelle où a lieu un atelier de formation sur l'éducation et le bien-être. L'objectif, lutter contre les violences en milieu scolaire, la sexualité et surtout la consommation de drogue. Reportage. Dans nos établissements, les problèmes des jeunes soient notre combat. C'est suite aux statistiques sur les grossesses précoces, consommation de drogue et violences en milieu scolaire que le gouvernement gabonais a mis en place le programme éducation à la santé et au bien-être, soutenu par l'UNESCO. C'est dans cette perspective qu'un atelier de formation a été ouvert à Tchibonga. Il s'agit pour le gouvernement d'installer cette macro-discipline pour répondre aux problèmes des jeunes. Nous pouvons dire que c'est une réponse institutionnelle du gouvernement gabonais face aux problèmes que vivent les jeunes dans les établissements au Gabon, et nous citons par là la consommation de drogue, la violence dans les établissements scolaires et la sexualité précoce. Le gouvernement ne pourra pas rester indifférent face à ces fléaux. Voilà pourquoi ils ont instauré cette macro-discipline qui est ESBE pour répondre aux problèmes des jeunes. Cette discipline a pour objectif promouvoir la santé mentale, prévenir des maladies et amener les enfants à adopter les comportements responsables pour améliorer la qualité de la vie. Et il y a des statistiques sur les grossesses précoces, sur la consommation de drogue, les violences en milieu scolaire. Et à partir de cette statistique, le gouvernement a trouvé utile d'instaurer cette discipline pour réguler. 5 jours durant, les enseignants du secteur public recevront des rudiments nécessaires leur permettant de relayer le message en organisant des animations visant à sensibiliser les apprenants et autres acteurs de la société. Et puis, on parle de la remise de matériel aux jeunes, surtout un camion pour les sabliers, mais aussi des tricycles pour les jeunes entrepreneurs. L'œuvre est du ministre des Transports, par ailleurs fils de la localité, ceci dans le but d'inviter les jeunes à rentrer dans l'entrepreneuriat. Reportage. À l'esplanade du gouvernorat, ils sont au total 20 jeunes qui ont bénéficié d'une formation et des fiches circuits allant dans le domaine de la création d'entreprises. Les récipiendaires bénéficieront cependant d'une formation sur la méthodologie de création d'entreprises, aussi une méthodologie de bureau international du travail, une matérialisation d'une 5e République décidée à accompagner la jeunesse. Le gouverneur que je suis se réjouit de ce qui a été décliné, se réjouit de la matérialisation du projet de société du chef de l'État en faveur des populations. Outre les fiches circuits et bien d'autres, le membre du gouvernement a remis de mototricycles à 5 jeunes compatriotes et ont bénéficié d'une formation spécifique pour avoir la bonne maîtrise de leurs engins. Les jeunes sabliers n'ont pas été oubliés, ils ont bénéficié d'un camion. Ce tour d'action sociale a été rehaussé par la remise d'une bicyclette à Rokumbomba, des actions du natif de Tchibonga fondées sur le 5e pilier. Nous avons voulu, en cohérence avec ce qui est notre projet pour le 2e arrondissement de la ville de Tchibonga, poser 5 actions fortes qui touchent les 5 piliers de notre projet en disant et en faisant la promesse que ce ne sont que de premières actions, mais nous allons les poursuivre, les pérenniser durant les 5 années à venir. Le temps n'est plus à la parole, mais aux actes. Ainsi donc s'accomplira le projet de société du président de la République, Brice Clotaire Guiguement. À Mayumba, où le gouverneur de province a effectué une visite aux côtes des plages de Mayumba, polluées par un déversement de produits pétroliers. L'objectif est d'apporter la sécurité des populations, mais l'accès aux plages a été interdit. Reportage. Sur les côtes des plages de Mayumba, on peut voir des particules, signes de pollution suite à un déversement des produits pétroliers. Après l'alerte des autorités départementales de la Basse-Bagno, le gouverneur de province s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Mais qui aurait pu faire un tel acte? Malheureusement, les sources sont inconnues. Mais pour les autorités municipales, la première décision face à ce phénomène est d'interdire l'accès aux plages. Nous avons interdit aux populations déjà de se baigner
et on va voir par rapport à la pêche quelle est la décision à prendre. Mais sinon, en ce qui concerne les baignades sont interdites depuis que nous avons trouvé, depuis la pollution. Le degré de pollution, oui, c'est vrai, il y a des particules sur tout le littoral, mais on attend du renfort de la part des sociétés pétrolières. Il y a donc urgence et toutes les parties prenantes liées à la sécurité des populations doivent s'impliquer. D'où cette rencontre de mise au point présidée par le gouverneur de province. Une forte sensibilisation est donc nécessaire car les plages de Mayumba sont bel et bien convoitées par de nombreux touristes. La première chose, c'est de sensibiliser d'abord la population, parce que c'est ce qu'on peut faire, interdire les baignades et puis voir dans quelle mesure on peut commencer à faire le nettoyage. Mais le problème qui s'oppose, c'est qu'on n'a pas de matériel adéquat pour le faire. Parce que ce sont des produits pétroliers, on ne sait pas ce qu'il y a. Et si c'est la population qui doit nettoyer, il faut qu'ils aient du matériel de protection. Voici un mystère que devrait résoudre le gouvernement de la République. Trouver les sources de cas de produits toxiques afin de mettre fin à la panique et à la peur que ressentent les populations de Mayumba. Allons à la découverte du trou de l'homme tigre. Un endroit qui a existé dans les années 76, à l'époque coloniale. Là-bas, dit-on, on jetait les hommes vêtus des pouvoirs mystiques. Je vous en dis pas plus, Elisabeth Guilamboué a fait le tour. Derrière la gare routière subsiste un trou mystérieux nommé trou de l'homme tigre, un vestige des années 1976 alors que le site abritait la gendarmerie nationale. On y jetait les personnes soupçonnées de pouvoirs mystiques. Construit en terre cuite, il en reste des traces. Une pierre retrouvée lors de nos enquêtes en atteste. Mais l'histoire ne repose pas que sur une pierre. Un enfant qui vivait tout près, aujourd'hui âgé de plus de 30 ans, témoigne encore de ce passé. Que le trou, on appelle ça le trou de l'homme tigre. C'est-à-dire des personnes qui étaient soupçonnées à des pouvoirs. On les balançait là. Est-ce que c'est vrai? Mais ce sont des personnes, des notables, des personnes qui ont vécu, qui m'ont... Ce lieu, pendant qu'on était jeunes, on n'avait pas l'accès à ça. On disait toujours que derrière la maison, parce que j'habitais juste à côté, qu'il y a un endroit où on enterrait des morts. Généralement, on dit que ce sont des personnes qui avaient des pouvoirs. Donc, des personnes qui étaient soupçonnées de certains pouvoirs à l'époque coloniale, on les balançait dans ce trou. Ces souvenirs restent marqués par la peur, des bruits étranges résonnant dans le gouffre, des cris qui donnaient à l'endroit l'allure d'un film d'horreur. Tenté de résoudre ce qui semblait être un mal mystérieux, il a vu des guérisseurs traditionnels, mais les sons et l'angoisse persistaient, hantant encore sa mémoire. Si, effectivement. Disons, moi, j'avais des insomnies. J'avais souvent des insomnies. Souvent, lorsque je dormais dans cette maison-là, souvent, je voyais des personnes qui ouvrent souvent la fenêtre pour souvent venir me voir. Près de 50 ans plus tard, le trou de l'homme tigre pourrait dépasser le simple statut de rumeur. Il mérite des vraies enquêtes pour être érigé en lieu de mémoire avec récits et preuves matérielles afin de rappeler aux générations futures un passé sombre et marquant de l'histoire locale. Place à la page africaine. Ici, pas même besoin de poser la question. Au lendemain de sa condamnation, les Boukaviens se doutent bien que leur position vis-à-vis de Joseph Kabila est attendue. L'ancien président dispose dans les Kivu d'un certain capital de popularité. Il s'était même montré ici en public en juin dernier et avait rencontré plusieurs acteurs de la société civile pour mener des consultations. Sami Janta Kimboula était de cela. Selon lui, Joseph Kabila était dans une démarche de paix, alors il admet aujourd'hui ressentir de l'amertume quant à la décision de la haute cour militaire. Le fait de les condamner, c'est vouloir encore allumer le feu. Le fait de les condamner, c'est vouloir montrer à la face du monde qu'ils sont toujours contre les gens de l'Est du pays. Dans ces régions de l'Est, la condamnation de Joseph Kabila est perçue comme une intimidation, une persécution politique de la part du pouvoir congolais, alors que dans le même temps, Kinshasa négocie avec l'AFC M23 à Doha. Il a été condamné parce qu'il est accusé d'être des mèches avec la FCM 23. Au même moment, le gouvernement est en négociation avec la FCM 23 à Doha. Cela, c'est une contradiction qui ne dit pas son nom. Et pourtant, dans la déclaration de principe signée à Doha sur la question de la crise actuelle, il a été imposé ou il a été adopté des mesures de confiance. Mais la condamnation aujourd'hui de Joseph Kabila soulève cette question sur l'application même de cette déclaration de principe, parce que cette condamnation est perçue à l'encontre de la déclaration des principes de Doha et qui risque encore d'aggraver la crise sécuritaire à l'est de la RDC.
Une contradiction relevée aussi au Nord Kivu par les Gomatraciens, qui avouent ne plus comprendre ces hommes politiques qui se battent entre eux au nom d'une paix qui ne vient jamais. S'ils se disputent pour que nous ayons la paix, ils doivent d'abord se mettre ensemble, dialoguer ensemble, pour chercher la paix dans l'intérêt de la population. Mais là, ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Depuis les dernières discussions à Doha, les combats dans l'Est congolais ont repris avec intensité. Et à l'image de cette démonstration de force à Rumangabo, 40 km au nord de Goma, la FCM 23 avance sur le terrain. Selon nos informations, à Lubero, au sud de Butembo, les habitants ont constaté un renforcement du groupe armé, craignant une prochaine offensive contre cette grande ville commerciale du Nord Kivu. Chaque jour, c'est la même rengaine. Ce jeune homme arpente les rues de Kinshasa à la recherche de clients. Sa cible, les détenteurs de billets usés, déchirés ou salis, souvent refusés par les commerçants, mais dont la valeur reste inchangée. Quand on me donne un billet déchiré de 10 000 francs congolais, je remets en échange la moitié, donc 5 000. Ensuite, je vends la grosse coupure à un changeur de monnaie qui a un permis d'accès à la Banque centrale du Congo, et puis on se partage les intérêts. La République démocratique du Congo est l'un des pays d'Afrique où le taux de bancarisation est le plus faible. Selon une étude du cabinet Deloitte en 2022, seuls 7% des habitants disposaient d'un compte en banque traditionnel, contre 19,3% en Afrique subsaharienne. Conséquence, l'argent liquide est roi et de nombreux billets se retrouvent en lambeaux. L'activité des changeurs de monnaie est illégale, mais pour ce jeune sans emploi, c'est un moyen de survie. Nous ne trouvons pas de travail, alors même que nous avons fait des études, et nous en souffrons. Que le gouvernement trouve une solution en créant des emplois. À ce moment-là, nous arrêterons cette activité. Mais avant cela, d'autres facteurs pourraient bien porter un coup à ces affaires, comme l'arrivée des services de paiement numériques. Le plus connu, c'est le mobile money. On dépose son liquide dans un point de collecte et on récupère l'argent sur son téléphone, qui permet ensuite d'assurer les transferts. D'autres entreprises innovent encore, comme cette application qui permet de recevoir de l'argent en francs congolais ou en dollars, même sans compte en banque. On a trouvé en République démocratique du Congo un écosystème de banques, d'opérateurs de wallet, de banques centrales qui voulaient participer à cette vision de créer un système de paiement interopérable. Et en fait, cette solution, elle est particulièrement puissante parce que beaucoup d'acteurs y participent et qu'elle est interopérable entre les différents moyens de paiement. Depuis peu, les paiements numériques peuvent même se passer des réseaux de télécommunications grâce à l'accès à Internet par satellite. Un moyen, selon les autorités, d'inclure les populations jusque dans les territoires les plus reculés du pays. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV. Au revoir.